La radio se coupe. Le silence devient total. Et pourtant, à moins de 50 mètres, des soldats passent lentement, sans savoir qu'ils sont observés. Ce moment précis ne ressemble pas à une bataille. Il n'y a ni tir, ni explosion. Seulement une attente. Une attente longue, contrôlée, presque irréelle. L'équipe du Special Air Service est déjà en position depuis plusieurs heures. Allongés au sol, invisibles dans un environnement qui ne pardonne aucune erreur, les opérateurs observent chaque mouvement ennemi. Ils ne parlent pas. Ils ne bougent pas. Même les gestes les plus simples deviennent des risques. Ce type de mission ne repose pas sur la force. Il repose sur quelque chose de plus difficile à maîtriser. Le contrôle total. Dans ce cas précis, l'objectif est clair. Observer un point stratégique, comprendre les routines, identifier les failles. Pas d'intervention. Pas d'action directe. Seulement regarder et attendre. Mais ce qui rend cette situation particulière, c'est la durée. Ce n'est pas une surveillance de quelques heures, ni même d'une nuit. Les ordres sont simples, presque déroutants. Restez en position, aussi longtemps que nécessaire. Les premières heures passent sans incident. Le corps est encore stable. L'esprit reste concentré. Chaque détail est enregistré. Chaque mouvement est analysé. Puis le temps commence à changer la perception. La lumière évolue, les ombres s'étirent, le froid s'installe lentement, et avec lui, une nouvelle difficulté apparaît. Le corps veut bouger, pas beaucoup, juste un peu, changer de position, soulager une pression. Mais ici, même 1 centimètre peut tout compromettre. Un simple mouvement mal contrôlé peut créer un reflet, un bruit, une anomalie. Et dans un environnement surveillé, une anomalie attire toujours l'attention. C'est là que la mission prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement une question d'observer l'ennemi, c'est une lutte contre soi-même. Les opérateurs du SAS sont formés pour cela. Mais la formation ne supprime pas la réalité physique. Elle apprend simplement à la gérer. Respiration lente, battements contrôlés, conscience constante de chaque muscle. Le temps continue de passer, et avec lui, une question commence à s'installer, presque silencieuse. Combien de temps peuvent-ils rester ainsi, sans être vus? Car l'ennemi, lui, n'est pas immobile. Des patrouilles passent régulièrement, parfois proches, parfois trop proches. À un moment, l'un des soldats ennemis s'arrête. Ils regardent dans leur direction. Pas longtemps, mais assez pour créer une tension immédiate. Personne ne bouge, même les pensées semblent suspendues, puis il repart. Rien n'a été détecté. Mais ce moment change tout, parce qu'il rappelle une réalité simple. Ils ne contrôlent pas tout. Ils peuvent se cacher parfaitement. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures. Mais ils ne peuvent pas contrôler le hasard. Et dans ce type de mission, le hasard devient un facteur constant. Ce n'est plus seulement une opération d'observation. C'est un équilibre fragile entre maîtrise et imprévu. Et cet équilibre doit tenir pendant des jours. La deuxième nuit arrive sans transition claire. Le temps ne se découpe plus en heures. Il se dilue. Et dans cette lente dérive, une nouvelle réalité s'impose. Le corps commence à céder. Au début, ce sont de simples tensions. Une jambe engourdie, un bras trop longtemps immobile. Puis la douleur devient plus précise, plus constante. Chaque position devient inconfortable. Mais aucune position ne peut être changée librement. Les opérateurs du Special Air Service le savent. Bouger n'est pas interdit. Mais chaque mouvement doit être calculé, lent, presque invisible. Un déplacement de quelques millimètres peut prendre plusieurs minutes. Le problème n'est pas seulement physique, c'est mental. L'esprit commence à lutter contre l'immobilité. Les pensées deviennent plus présentes, plus bruyantes. Elles cherchent à occuper l'espace que l'action a laissé vide. Mais ici, penser trop est un danger. Parce que penser, c'est perdre le rythme. Et perdre le rythme, c'est perdre le contrôle. Alors, ils reviennent à l'essentiel. Respirer, observer, attendre, toujours attendre. La nourriture est limitée, l'eau aussi. Chaque gorgée est réfléchie.
Chaque mouvement pour atteindre l'équipement est mesuré. Il ne s'agit pas de survivre dans l'absolu. Il s'agit de survivre sans laisser de traces. Même les besoins les plus basiques deviennent un problème tactique. Rien ne peut être laissé derrière. Rien ne doit trahir leur présence. C'est une discipline extrême, invisible pour un observateur extérieur, mais constante pour ceux qui la vivent. Pendant ce temps, l'ennemi suit sa routine. Des véhicules passent, des soldats discutent, des relèves s'organisent. Petit à petit, un schéma apparaît. Les heures de passage, les zones moins surveillées, les moments de relâchement. C'est précisément pour cela que l'équipe est là, pas pour agir, mais pour comprendre. Et plus le temps passe, plus cette compréhension devient précise. Un détail attire l'attention. Chaque jour, à un moment presque identique, la vigilance semble diminuer. Les mouvements sont plus lents, les contrôles moins rigoureux. Ce n'est pas une erreur, c'est humain. La fatigue, même chez l'ennemi, finit par apparaître. Mais exploiter cette information demande une chose, du temps, encore plus de temps. C'est là que la mission révèle sa vraie nature. Ce n'est pas une question de courage, ni même de compétences techniques. C'est une question de patience. Une patience froide. Calculée. Presque mécanique. On a attendu pendant des jours. Cette phrase, simple en apparence, ne décrit pas l'attente. Elle décrit ce qu'il faut pour la supporter. Parce que rester immobile pendant quelques heures est possible, mais rester invisible pendant des jours, c'est autre chose. À ce stade, une erreur ne vient plus d'un manque de compétence. Elle vient de l'usure, un muscle qui tremble, un réflexe mal contrôlé, une seconde d'inattention. Et dans cet environnement, une seconde suffit. Une nouvelle patrouille approche, plus lente que les précédentes, plus attentive. Cette fois, les soldats ne passent pas simplement à proximité. Ils s'arrêtent, ils observent. Le silence devient plus lourd. Quelque chose a changé. Pas encore une détection, mais une suspicion. Et dans ce type de mission, la suspicion est souvent le début de la fin. La patrouille ne repart pas immédiatement. Elle reste là, immobile, comme si quelque chose n'était pas normal. Un regard s'attarde. Un geste ralentit. Puis un soldat fait un pas en avant. Pas vers une cible précise, pas vers un point identifié, mais dans la bonne direction. Ce genre de situation ne laisse aucune marge. L'équipe du Special Air Service ne réagit pas. Aucun mouvement, aucune tentative d'ajustement, parce que bouger maintenant confirmerait tout. Le sol est sec, chaque contact pourrait produire un bruit, chaque déplacement pourrait créer une rupture dans le décor. Alors il reste, complètement figé. Le soldat continue d'avancer lentement. Il observe le terrain. Pas comme quelqu'un qui cherche activement, mais comme quelqu'un qui sent que quelque chose ne colle pas. C'est une différence subtile, mais critique. La détection visuelle est précise, mais l'intuition est plus dangereuse. Elle ne repose pas sur une preuve. Elle repose sur un sentiment. Et ce sentiment peut pousser quelqu'un à regarder plus longtemps que prévu. Le soldat s'arrête, à quelques mètres. Le temps semble se bloquer. Un détail à peine visible pourrait suffire. Une forme légèrement différente. Une texture qui ne correspond pas. Mais rien ne bouge. Même la respiration est contrôlée. Très lente, très superficielle. Les opérateurs savent que le corps, sous stress, cherche à respirer plus vite. Mais ici, ce réflexe doit être supprimé. Le contrôle est total. Quelques secondes passent, puis encore quelques secondes, et finalement, le soldat détourne le regard. Il recule. La patrouille reprend sa progression. Rien n'a été découvert. Mais quelque chose a changé, parce que cette fois, ils ne sont pas passés inaperçus par hasard. Ils ont été proches d'être remarqués. Très proches. Et ce genre de moment laisse une trace, pas sur le terrain, mais dans l'esprit. La tension ne redescend pas immédiatement, elle reste, plus lourde, plus constante. Chaque bruit devient suspect, chaque mouvement ennemi semble plus précis. L'équipe comprend une chose essentielle. La zone n'est plus simplement surveillée,
elle est ressentie. Et cela complique tout, car une surveillance peut être évitée. Mais une vigilance instinctive est imprévisible. C'est à ce moment que la mission entre dans une phase plus fragile. Les informations collectées sont déjà importantes. Les routines sont identifiées. Les failles commencent à apparaître. En théorie, cela pourrait suffire. Mais quitter la position maintenant poserait un autre problème. Partir, c'est bouger. Et bouger, c'est se révéler. Le moment du retrait est souvent le plus risqué, parce qu'il demande de rompre l'immobilité. Et après des jours passés à ne faire qu'une chose, ne pas être vu, changer de comportement devient dangereux. Alors il reste, encore, même si la pression augmente, même si le risque est désormais réel, parce que l'information qu'il cherche n'est pas encore complète. Et dans ce type d'opération, une information incomplète peut coûter plus cher qu'une mission échouée. Le temps continue, mais cette fois, il ne passe plus de la même manière. Chaque minute est plus lourde, chaque instant contient une possibilité, celle que, sans prévenir, tout s'arrête. La 4e journée ne commence pas vraiment. Elle prolonge simplement la précédente. Même position, même silence, mais une fatigue plus profonde. Le corps ne proteste plus de la même manière. Il ne lutte plus activement. Il s'installe dans une forme d'épuisement stable. C'est plus dangereux, parce que lorsque la douleur disparaît, l'attention peut suivre. Et ici, perdre l'attention, même une seconde, n'est pas acceptable. L'équipe du Special Air Service a dépassé un seuil. Ils ne sont plus seulement en observation, ils sont en endurance. Une endurance mentale. Les gestes sont maintenant automatiques, lentement, précisément, sans hésitation. Mais derrière cette précision, l'effort devient invisible. Un opérateur ressent une crampe, pas violente, mais persistante. Elle ne disparaît pas. Normalement, il aurait bougé, légèrement, juste assez pour relâcher la tension. Mais ici, ce réflexe n'existe plus. Il attend. Il laisse la douleur passer, parce que bouger, même légèrement, à ce stade, pourrait être remarqué. Ce type de discipline ne repose pas sur la force physique, elle repose sur une décision constante. Choisir de ne pas agir, encore et encore. Pendant ce temps, l'ennemi évolue. Ce qui était une routine devient une organisation plus stricte. Les patrouilles changent de rythme, les arrêts sont plus fréquents, les regards plus longs. La suspicion n'a pas disparu. Elle s'est installée, pas assez forte pour déclencher une alerte, mais suffisante pour modifier le comportement. Et cela réduit la marge. Un détail nouveau apparaît. Une zone, auparavant négligée, est maintenant inspectée plus régulièrement. Pas directement leur position, mais suffisamment proche pour créer un risque réel. Ce changement est discret, mais il a une conséquence claire. Le temps disponible diminue. L'équipe le comprend immédiatement. Chaque heure supplémentaire augmente la probabilité d'être découvert. Mais quitter la position reste un problème, parce que le moment idéal n'existe pas. Il y a toujours un regard, toujours un mouvement, toujours une chance d'être vu. C'est là que la mission devient un calcul. Pas un calcul précis, mais une estimation constante. Rester ou partir. Continuer à observer ou préserver l'équipe. Une décision commence à se former, pas encore exprimée, mais présente, car l'objectif est presque atteint. Les schémas sont clairs, les habitudes sont identifiées, les points faibles sont visibles. Mais il manque encore un élément, un détail critique, un moment précis dans la journée où la vigilance chute vraiment. Pas une impression, une certitude. Sans cela, les informations restent utiles, mais incomplètes, et une information incomplète peut conduire à une erreur opérationnelle. Alors il reste. Encore quelques heures, peut-être une nuit de plus. Le risque est accepté, mais il est contrôlé, autant que possible. La nuit tombe à nouveau, et avec elle, une illusion de sécurité. Moins de visibilité, moins de mouvement, mais aussi plus d'incertitude. Les sons portent plus loin. Les ombres deviennent trompeuses. Dans l'obscurité, un simple bruit peut être interprété comme une présence. Et cette fois, le moindre doute peut déclencher une réaction. Un opérateur perçoit quelque chose, un son. Très léger, pas un pas,
Pas un véhicule, autre chose. Quelque chose qui ne correspond pas au schéma observé jusqu'ici. Il ne bouge pas, il écoute. Encore une fois, le son revient, plus proche. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un mouvement. Standard, quelqu'un ou quelque chose approche différemment. Et dans ce type de mission, ce qui ne suit pas la routine est souvent ce qu'il faut craindre le plus. Le son ne disparaît pas, il devient plus clair, plus régulier. Ce n'est pas un véhicule, ce n'est pas une patrouille classique, c'est plus lent, plus contrôlé, comme quelqu'un qui ne suit pas un itinéraire habituel. L'équipe du Special Air Service reste immobile, mais l'attention change. Ce n'est plus une observation passive, c'est une analyse immédiate. Identifier la source, comprendre l'intention, sans bouger, sans confirmer sa propre présence. Le son s'arrête, puis reprend, légèrement décalé. Ce n'est pas un mouvement direct, c'est une approche en biais, comme si la personne évitait volontairement une ligne évidente. Cela ne correspond pas à une patrouille standard, cela correspond à autre chose. Quelqu'un qui vérifie, pas une zone entière, mais des anomalies. Un opérateur comprend immédiatement. Ce n'est plus une routine, c'est une vérification ciblée. Et cela change tout. Parce que dans une routine, l'ennemi suit des habitudes. Mais dans une vérification, il cherche activement. Le niveau de risque augmente brutalement. Le son se rapproche encore, très lentement. Chaque pas semble mesuré, pas pour aller vite, mais pour ne rien manquer. Puis, une silhouette apparaît, difficile à distinguer, mais suffisamment proche pour comprendre. Un seul homme, pas une équipe. Ce détail est important. Une patrouille montre une présence. Un homme seul cherche à confirmer quelque chose. Il ne parle pas. Il n'utilise pas de radio. Il observe. Le silence devient différent, plus tendu, plus précis. Chaque seconde est une possibilité. Il avance encore, puis s'arrête, exactement dans une zone où rien ne devrait attirer l'attention. Et pourtant, il reste, comme s'il attendait une réaction, comme s'il savait que quelque chose pouvait être là, mais sans preuve. C'est une stratégie simple, attendre que l'erreur vienne d'elle-même. Dans ce type de situation, le danger ne vient pas d'un mouvement visible, il vient d'un réflexe, un muscle qui lâche, une respiration trop rapide, un bruit involontaire. L'homme reste immobile, plus longtemps qu'une patrouille normale, beaucoup plus longtemps. Le temps passe, et avec lui, une pression différente apparaît. Ce n'est plus seulement la peur d'être vu, c'est la peur de réagir. Parce que l'immobilité totale devient de plus en plus difficile. Le corps, après plusieurs jours, atteint une limite. Une limite où le contrôle devient instable, mais ils tiennent, sans bouger, sans respirer plus vite, sans céder. Finalement, l'homme fait un pas en arrière, puis un autre. Il ne semble pas convaincu, mais il ne trouve rien. Il repart, lentement, sans se retourner, mais ce départ ne ramène pas le calme. Au contraire, il confirme quelque chose de plus inquiétant. L'ennemi ne se contente plus de surveiller, il commence à douter. Et un doute, sur le terrain, ne disparaît pas. Il grandit. L'équipe comprend immédiatement. Le temps est presque écoulé. Pas parce que la mission est terminée, mais parce que rester devient trop dangereux. Une décision doit être prise, pas plus tard, pas après une autre observation. Maintenant, continuer ou disparaître. Et dans ce type d'opération, le moment où l'on décide de partir est souvent celui où l'on est le plus vulnérable. La décision ne se prend pas à voix haute, elle ne se discute pas, elle s'impose. Rester n'apporte plus assez. Partir devient nécessaire. Mais quitter une position après plusieurs jours d'immobilité, ce n'est pas un simple mouvement, c'est une rupture. L'équipe du Special Air Service le sait. Le moment du retrait est souvent plus dangereux que l'infiltration, parce que tout change. Jusqu'ici, il n'était qu'un élément du décor, invisible, statique. Maintenant, ils doivent redevenir mobiles. Et le mouvement attire toujours l'attention. Le plan est simple, sortir lentement de la zone en profitant de la nuit. Mais dans ce type d'environnement,
la simplicité est trompeuse. La nuit ne garantit rien. Elle masque les formes, mais amplifie les sons. Elle cache les silhouettes, mais rend chaque déplacement plus incertain. Et surtout, elle n'efface pas la suspicion. Les premières minutes sont les plus critiques. Un opérateur commence à bouger. Pas un déplacement complet, juste une transition. Très lente. Chaque muscle est réactivé après des heures, des jours d'immobilité. Le corps ne répond pas immédiatement comme prévu. Une tension apparaît, un léger tremblement, il s'arrête, il reprend le contrôle, puis continue, centimètre par centimètre. Le reste demain c'est tard. L'équipe suit, avec un décalage précis. Pas tous en même temps, jamais en ligne. Le mouvement doit rester invisible, même en mouvement. C'est un paradoxe, se déplacer sans donner l'impression de bouger. Le sol devient un facteur critique. Chaque contact est testé, chaque appui est vérifié. Un simple bruit pourrait suffire. Pas un bruit fort, un bruit d'inhabituel. Et dans une zone où quelqu'un a déjà douté, l'inhabituel attire immédiatement. Ils avancent, lentement, très lentement. Mais après quelques mètres, une réalité apparaît. Le corps n'est plus adapté à la vitesse normale. Après des jours passés immobiles, la coordination change. Les gestes sont plus lourds, moins fluides. Cela demande un effort constant, un effort silencieux. Puis un arrêt, un signal discret. Un des opérateurs perçoit un mouvement, pas devant, sur le côté, une ombre, très brève, mais réelle. Il se fige, encore une fois. Le retrait s'interrompt. Le temps se suspend à nouveau. C'est le problème du départ. Chaque pause, chaque arrêt prolonge la présence sur place et augmente le risque. Mais avancer sans certitude est pire. Quelques secondes passent, puis une minute, rien ne se produit. L'ombre ne revient pas. Était-ce un mouvement réel ou une illusion? Après plusieurs jours sans repos réel, la perception change. Le cerveau peut anticiper des menaces qui n'existent pas. Mais ignorer une menace réelle serait une erreur fatale. Alors ils attendent, encore, puis reprennent. Le rythme est encore plus lent, plus prudent. Chaque mètre parcouru devient une petite victoire. Mais aussi un risque accumulé. Ils ne sont plus en observation. Ils sont exposés. Même si rien ne les voit encore, ils ne sont plus invisibles de la même manière. La distance avec la position initiale augmente, mais la zone n'est pas encore sécurisée. Et le plus difficile reste à venir. Sortir du périmètre. Parce que c'est là que les contrôles sont les plus fréquents. Et c'est là que l'ennemi s'attend le moins à ce que quelqu'un ait été présent tout ce temps. La limite du périmètre n'est pas visible. Il n'y a pas de ligne claire. Pas de barrière. Mais elle existe. Et ceux qui connaissent le terrain savent exactement où elle commence. L'équipe du Special Air Service approche de cette zone avec une précision presque instinctive. Les observations accumulées pendant des jours prennent maintenant tout leur sens. Les passages, les horaires, les moments de relâchement. Tout converge vers un point précis. Un créneau. Court. Fragile, mais exploitable. C'est là qu'ils doivent passer. Pas avant, pas après. Parce qu'en dehors de ce moment, la zone est trop active, trop surveillée. Ils s'arrêtent une dernière fois avant d'entrer dans cette phase. Pas pour se reposer, mais pour synchroniser. Chaque opérateur sait ce qu'il doit faire, mais l'exécution doit être parfaite. Un mouvement mal coordonné et tout s'effondre. Le signal est donné, pas un mot, pas un geste visible, juste un timing. Le premier opérateur avance, plus rapidement que précédemment. Pas vite, mais sans pause inutile. Il traverse une zone légèrement dégagée. C'est le point le plus risqué, moins de couverture, moins d'ombre. Mais c'est aussi le passage le plus direct. Il atteint l'autre côté, sans bruit, sans réaction ennemie. Le second suit, même trajectoire, même précision. Mais cette fois, un détail change. Un bruit lointain, un moteur, pas proche, mais suffisant pour modifier l'environnement sonore. Le bruit du moteur peut couvrir un déplacement, ou au contraire, attirer l'attention. Tout dépend du timing. Il continue, traverse, passe, toujours rien. Le troisième opérateur s'engage. Et à ce moment précis, le moteur se rapproche. Plus vite,
Que prévu. Un véhicule apparaît, pas dans leur direction directe, mais suffisamment proche pour créer un risque immédiat. S'arrêter maintenant serait rester exposé. Avancer, c'est croiser une ligne de visibilité possible. Il n'y a pas de bonne option, seulement la moins mauvaise. Il continue, sans accélérer brusquement, sans hésiter. Un mouvement fluide, comme s'il faisait partie du décor. Le véhicule passe. Les phares balayent la zone. Pendant une fraction de seconde, la lumière touche l'endroit qu'il vient de quitter. Mais il est déjà de l'autre côté. Le dernier opérateur reste, seul. C'est toujours le moment le plus difficile. Parce qu'il n'y a plus personne devant, plus de référence. Seulement le vide à traverser. Et le risque d'être celui qui fait tout échouer. Il attend une seconde de plus, pas par hésitation, mais pour ajuster. Le véhicule s'éloigne, le son diminue. C'est maintenant. Il avance. Chaque pas est précis, chaque geste est contrôlé, il traverse. Et au moment où il atteint la moitié, un bruit sec résonne au loin, pas une alerte, pas un tir, mais un son qui n'était pas prévu. Il ne s'arrête pas, parce que s'arrêter serait pire. Il continue. Atteint l'autre côté. L'équipe est réunie. Tous sont passés. Mais rien n'est terminé. Parce que franchir le périmètre ne signifie pas être en sécurité. Cela signifie seulement une chose. Ils sont désormais en dehors de la zone qu'ils contrôlaient, et dans cet espace, ils ne contrôlent plus rien. Une fois le périmètre franchi, le silence ne disparaît pas. Il change simplement de nature. Ce n'est plus le silence contrôlé de l'observation. C'est un silence ouvert. Incertain. L'équipe du Special Air Service avance maintenant dans un espace qu'elle ne connaît pas aussi précisément. Moins de repères. Moins de certitudes. Et surtout, moins de contrôle. Pendant plusieurs jours, ils ont observé l'ennemi. Ils ont compris ses habitudes, ses routines, ses failles. Mais ici, en dehors de cette zone, ils redeviennent vulnérables. Le terrain change légèrement, moins structuré, moins surveillé en apparence. Mais ce type de zone est souvent trompeur, parce que l'absence de présence visible ne signifie pas l'absence de surveillance. Ils avancent en formation dispersée, pas trop éloignés, mais jamais regroupés. Chaque opérateur couvre un angle différent. Le rythme reste lent, mais plus fluide qu'avant. Le corps commence à retrouver une mobilité normale. Pas complètement, les muscles sont encore rigides, les gestes encore mesurés. Mais le mouvement devient plus naturel. Et avec ce mouvement, une nouvelle difficulté apparaît. Le bruit. Marcher, même doucement, produit toujours un son. Un frottement, un contact. Pendant des jours, ils ont évité tout cela. Maintenant, ils doivent l'accepter, le contrôler, le réduire, mais plus le supprimer. C'est une transition délicate. Un équilibre entre discrétion et progression. Puis, un détail. Un opérateur s'arrête. Un signal discret. Les autres se figent immédiatement. Un son. Très léger. Différent de ceux entendus jusqu'ici. Pas mécanique. Pas humain. Un bruit naturel. Mais irrégulier. Quelque chose bouge. Pas loin. Dans l'obscurité, la perception est limitée, mais l'expérience parle. Ce type de son peut avoir plusieurs origines. Un animal, un élément du terrain, ou quelqu'un qui essaie de ne pas être entendu. Le problème, ce n'est pas ce que c'est ce que ça pourrait être. Ils attendent, encore. Le bruit ne se répète pas immédiatement, puis revient, plus loin, comme s'il s'éloignait, ou comme s'il contournait. L'incertitude reste, mais rester immobile trop longtemps ici n'est plus une option. Ils reprennent. Plus, lentement encore. Chaque pas est testé. Chaque mouvement est anticipé. Le terrain devient légèrement plus ouvert. Moins de couverture, mais une meilleure visibilité. C'est un compromis. Moins de protection, mais plus de contrôle visuel. Et dans ce contexte, voir avant d'être vu devient essentiel. Ils avancent encore. La distance avec la zone initiale augmente. Mais une question reste. Ont-ils été suivis? Pas de preuve, pas de confirmation. Mais après ce qu'ils ont observé, le doute est légitime. Et ce doute influence chaque décision.
chaque direction, chaque arrêt. Puis, enfin, un changement. Un point de repère connu, discret, mais identifiable. Un élément du terrain qui marque une transition. La zone d'extraction n'est plus loin, mais elle n'est pas encore sécurisée, parce que la dernière phase d'une mission est souvent la plus exposée. Tout converge vers ce moment. Fatigue accumulée, tension constante, relâchement progressif. Et c'est précisément là que les erreurs apparaissent. Ils ralentissent, pas pour observer l'ennemi, mais pour éviter leur propre précipitation. Parce qu'après des jours à rester invisible, le plus grand risque maintenant, c'est de croire que tout est terminé. La zone d'extraction est proche, pas visible encore, mais suffisamment proche pour influencer chaque décision. C'est à ce moment précis que le rythme doit changer, pas plus rapide, plus précis. L'équipe du Special Air Service ralentit volontairement, pas par fatigue, par discipline, parce que la fin d'une mission n'est jamais un relâchement. C'est une phase critique, souvent la plus dangereuse. Ils s'arrêtent à couvert. Une dernière observation, pas de routine à analyser cette fois, pas de schéma à comprendre. Juste une question simple, est-ce que quelqu'un les attend? Le terrain est calme, trop calme, aucune activité visible, aucun bruit distinct. Mais ce silence ne rassure pas. Il oblige à vérifier. Encore une fois, chaque angle est observé. Chaque ombre est analysée. Ils ne cherchent pas seulement une présence. Ils cherchent une incohérence. Quelque chose qui ne correspond pas à l'environnement. Rien. Pour l'instant. Le signal est donné. Avancez. La progression reprend. Plus lente que jamais. Chaque pas est contrôlé. Mais cette fois, pour une autre raison. Le corps commence à relâcher la tension. Après plusieurs jours sous pression constante, l'esprit cherche une sortie, une pause. Et c'est là que le danger apparaît. Parce que le relâchement est naturel. Mais il n'est pas autorisé. Pas encore. Un opérateur ajuste légèrement sa posture. Un geste simple, presque automatique. Mais différent, moins contrôlé que les précédents. Il s'arrête immédiatement. Corrige, reprend le rythme. Mais ce moment est révélateur. Le contrôle n'est plus aussi stable. Il commence à se fissurer. Pas visiblement, mais intérieurement. Ils avancent encore. Puis enfin, la zone apparaît, discrète, presque invisible. Rien ne la distingue clairement, et pourtant, c'est le point de sortie. Un endroit choisi précisément pour cela. Difficile à détecter, facile à sécuriser, si tout se passe comme prévu. Mais rien n'indique que tout se passe comme prévu. Une dernière vérification, rien. Pas de mouvement, pas de présence. Mais une question reste. Et si quelqu'un était déjà là? Pas visible, pas actif, juste en attente. Cette possibilité change tout, parce que l'extraction est un moment prévisible, et tout ce qui est prévisible peut être exploité. Ils prennent position autour du point, pas regroupés. Chacun couvre un angle. Le temps s'étire à nouveau. Moins long que les jours précédents, mais plus lourd. Parce que maintenant, l'attente a une fin. Et cette fin dépend d'un élément extérieur, un signal, un contact, quelque chose qui doit arriver, mais qui n'est pas encore là. Les secondes passent, puis les minutes. Rien. Un léger doute apparaît, pas sur la mission, sur le timing. Un retard est possible, mais un retard, dans ce contexte, est un risque. Plus ils attendent, plus ils sont exposés. Puis, un son, lointain, très faible, mais reconnaissable. Un moteur, pas celui de l'ennemi, un autre. Plus discret, plus contrôlé. Le contact approche. Mais avec lui, une dernière réalité. Jusqu'à ce qu'ils soient extraits, ils ne sont pas encore partis. Le moteur se rapproche lentement, pas de précipitation, pas de bruit inutile. C'est un mouvement maîtrisé. L'équipe du Special Air Service ne bouge pas immédiatement, parce que même à ce stade, une erreur reste possible. Le contact attendu peut être réel ou compromis. Dans ce type d'opération, la certitude n'existe jamais. Le son devient plus clair.
Un véhicule léger. Approche contrôlée. Itinéraire cohérent. Tout correspond. Mais cela ne suffit pas. Un signal discret est échangé, pas visible pour un observateur extérieur, mais suffisant pour confirmer une identité. Une réponse arrive. Exact, sans hésitation. Le doute diminue, mais il ne disparaît pas complètement. Le véhicule s'arrête, pas directement sur eux, légèrement en retrait. C'est intentionnel. Réduire l'exposition. Éviter une concentration visible. Un opérateur avance en premier, toujours avec cette même lenteur contrôlée, même après tout ce temps. Il atteint le point, échange un dernier signal. Rien d'anormal. Les autres suivent, un par un. Pas de regroupement rapide, pas de mouvement brusque. Même maintenant, parce que c'est précisément dans ces moments-là que les erreurs arrivent. Le dernier opérateur entre dans le véhicule. La porte se referme, pas violemment, juste assez, pour ne produire aucun bruit inutile. Le moteur repart, toujours sans accélération brutale. Le véhicule s'éloigne. Et avec lui, la tension commence à diminuer. Pas immédiatement, mais progressivement, comme si le corps refusait encore d'y croire. Personne ne parle, pas encore. Le silence reste. Mais cette fois, il n'est plus imposé. Il est choisi. Les visages sont calmes, mais marqués. Pas par la peur, par l'effort. Des jours sans bouger, des heures à contrôler chaque respiration. Ce type de mission ne laisse pas de traces visibles, pas de blessures, pas de signes évidents. Mais elle modifie quelque chose de plus profond. Parce que rester immobile pendant des jours, ce n'est pas seulement une performance physique, c'est une confrontation avec le temps, avec le corps, avec l'esprit, et surtout avec le hasard. Ils ont observé l'ennemi, compris ses routines, identifié ses failles, mais à aucun moment ils n'ont contrôlé l'ensemble de la situation. Ils ont simplement réduit l'incertitude, autant que possible. C'est cela la réalité de ce type d'opération. Ce n'est pas une question d'héroïsme, ni même de supériorité. C'est une question de précision et de discipline. Une discipline capable de tenir quand rien ne se passe. Quand le corps demande de bouger, quand l'esprit cherche une sortie. On a attendu pendant des jours. Cette phrase ne décrit pas une durée, elle décrit une méthode, une manière d'opérer, une manière de penser, parce que dans certains contextes, l'action la plus difficile n'est pas d'avancer. C'est de rester parfaitement immobile jusqu'au moment exact où bouger devient nécessaire.